Sur Terre, la chaleur se transmet par deux moyens. Par rayonnement, si vous mettez au soleil, vous sentirez sa chaleur car elle rayonne de l'énergie, ou par convection. Le rayonnement solaire excite les molécules de l'atmosphère, ce qui le réchauffe. D'ailleurs, lorsque vous vous mettez à l'ombre, vous avez moins chaud parce que vous ne recevez plus le rayonnement solaire. Vous n'avez plus que la chaleur transmise par la convection. Mais dans l'espace, il n'y a pas de molécules, ou trop peu, pour qu'il puisse y avoir une transmission de chaleur par convection. Ainsi, les échanges de chaleur ne se font que par rayonnement. Et si dans l'espace vous mettez un thermomètre au soleil, celui-ci n'indiquera pas la température du vide autour de lui, puisque le vide n'a pas de température, mais la température de la matière du thermomètre, environ plus 120 degrés. Et si vous le mettez dans l'obscurité, le thermomètre descendra lentement vers moins 150 degrés. Aujourd'hui, troisième point soulevé par M. Évrard, la température dans l'espace. Alors il nous fait un joli petit topo de ce qu'il se passe concernant les effets du rayonnement solaire dans l'espace, ce qui est juste et assez bien expliqué, mais déjà une première erreur, lorsqu'il nous montre les deux thermomètres ayant très chaud et très froid, on voit des températures inversées par rapport à la réalité. En fait, exposé aux rayons solaires, la température peut monter à environ 150 degrés et non 120, et à l'ombre elle descend à moins 120, non moins 150. Bon bref. Il y a 3 sous-parties dans le sujet de la température, je vais donc décomposer ma réponse en 3 parties également. Première partie, les sorties extravéhiculaires. Comment font les astroclowns lorsqu'ils passent 6 heures dans le vide de l'espace à jouer au Lego devant les caméras? Même si le transfert de chaleur est très lent, la partie de leur combinaison au soleil va s'échauffer jusqu'à atteindre les plus 120 degrés, tandis que la partie à l'ombre va se refroidir jusqu'à atteindre les moins 150 degrés. Vous vous rendez compte, moins 150 degrés. Quel système pourrait refroidir spécifiquement la partie au soleil, mais en même temps réchauffer la partie dans l'obscurité? Et en plus, il faut que le système s'adapte assez rapidement lorsque l'astroclown change de position et que la partie qui était dans l'obscurité passe à l'ombre, et inversement. Est-ce que les astronautes sortent dans l'espace en pyjama? Non. Les agences spatiales ont réussi à concevoir une combinaison qui les protège de tout un tas de choses lors des EVA, abréviation de sortie extravéhiculaire, et l'une d'elles correspond à ce problème de température. Comme à mon habitude, je n'ai pas été bien loin pour trouver la réponse, j'ai simplement regardé la page Wikipédia sur les combinaisons spatiales. Et on peut apprendre plein de choses intéressantes, monsieur Évrard. Je ne vais prendre ici que les éléments concernant la température, mais je vous invite à aller lire ces pages pour votre culture personnelle. Il est dit à propos des combinaisons que leurs caractéristiques peuvent varier en fonction de la mission précise que l'astronaute doit remplir, mais elles comprennent tout un système de protection thermique efficace contre des températures pouvant aller de moins 121 à plus 157 degrés Celsius. Une protection contre les rayons cosmiques et les micrométéorites, un éclairage, des points d'accrochage pour les outils. Ce type de combinaison doit permettre à l'astronaute de conserver une grande mobilité sans devoir exercer en permanence des forces trop importantes. Dans la Station spatiale internationale, les Russes avec la combinaison Orlan, comme les Américains avec la combinaison EMU, utilisent ce type de combinaison spatiale qui comprend un torse rigide et au niveau des articulations, des joints avec roulement à billes qui accroissent la mobilité du porteur. Afin de préserver l'intégrité physique de l'astronaute durant une activité extravéhiculaire, la combinaison spatiale doit fournir une pression interne stable, qui est actuellement de 0,3 atmosphères. Cet air n'est renouvelé que par du dioxygène pur pour assurer une respiration normale à une si faible pression qui correspond à celle du sommet de l'Everest. C'est pour ça qu'il y a un temps d'environ 4 heures d'acclimatation et de préparation avant une sortie. Elle doit fournir également une réserve d'eau, d'oxygène et un épurateur de gaz. Un moyen d'approvisionnement et d'évacuation des gaz et des liquides, y compris des urines. Alors l'évacuation des urines n'est plus utilisée aujourd'hui, on le verra plus tard.
un système de régulation de la température qui, à l'intérieur de la combinaison, peut osciller entre -100 et -120 degrés, une bonne isolation et un système de refroidissement par circulation d'eau dans des petits tubes incorporés au sous-vêtement LCVG, une protection contre les radiations électromagnétiques, une protection contre les micrométéorites grâce à des matériaux résistants comme le Kevlar par exemple, un système de communication UHF par lequel passe également la télémétrie, la mobilité et l'autonomie de l'astronaute et des connexions additionnelles, embouts, interfaces, etc. Tout ça dans une combinaison. Les combinaisons sont blanches afin de réfléchir au maximum la chaleur et pour pouvoir ressortir dans le noir spatial. On les voit mieux en blanc que s'ils étaient noirs, c'est sûr. Les bandes rouges permettent de distinguer les astronautes lors des sorties conjointes, ce qui constitue la règle. L'EMU, donc la combinaison américaine, tout comme la combinaison Apollo Skylab, est le résultat de plusieurs années de recherche et de développement. Ces deux parties sont le haut du torse rigide, HUT pour Hard Upper Torso en anglais, qui comporte un système principal de survie, le PLSS, Primary Life Support System, incorporant les systèmes de survie et les systèmes électriques, les protections pour les bras, les gants et un casque, le VVA, Extravéhiculaire Visor Assembly, de type bulle, tel qu'il fut adopté pour les missions de type Apollo. Et le bas du torse, LTA, Lower Torso Assembly, qui comprend le joint de fermeture, le soutien de la taille, la culotte, les jambes et les bottes. Avant d'enfiler le vêtement pressurisé, le membre d'équipage met un vêtement à absorption maximale, le MAG, Maximum Absorbency Garment, dérivé des couches pour incontinence, car les dispositifs de récupération d'urine ne sont plus utilisés. Il enfile aussi un vêtement de régulation thermique, Thermal Control Undergarment, sont des sous-vêtements longs. Enfin, il revêt un vêtement à ventilation et refroidissement liquide, le LCVG, Liquid Cooling and Ventilation Garment, qui consiste en des tubes de plastique transparents au travers desquels de l'eau liquide fraîche circule pour régler la température corporelle, ainsi qu'en des tubes de ventilation pour l'évacuation des gaz rejetés. Une fois que l'astronaute a mis le LCVG, il enfile le bas de la combinaison de la même façon qu'un pompier enfile les pantalons et les bottes d'une tenue de protection contre le feu. Il enfile ensuite le haut de la combinaison, il connecte le cordon ombilical du LCVG au HUT, donc le HUT, et verrouille ensemble les deux parties de la combinaison à l'aide du joint de fermeture. Il actionne l'interrupteur de la combinaison et procède aux vérifications. Il enfile alors un casque Snoopy, c'est un casque d'aviateur brun et blanc en tissu servant aux communications et remontant au programme Apollo, qui comprend une paire d'écouteurs et des microphones, ce qui lui permet de communiquer à la fois avec les membres d'équipage de la station et les contrôleurs au sol à Houston. Il fixe alors le casque et les gants et pressurise la combinaison. Le régulateur et les ventilateurs de la combinaison s'activent lorsque les cordons de service sont retirés et que la combinaison atteint une pression interne de 30 kPa, soit 0,3 atmosphères. Voilà pour ce qui concerne les combinaisons spatiales. Donc il y a matière à trouver des informations, à comprendre comment elle est conçue et qu'elle permet aux astronautes de sortir dans l'espace. Comment est-ce qu'ils arrivent à garder la station spatiale à une température confortable alors qu'un côté de la station reste en permanence à l'ombre, donc proche de -150 degrés, tandis que l'autre partie est pendant 45 minutes au soleil, donc se réchauffe et atteint les +120 degrés, puis pendant les 45 minutes suivantes passe à l'ombre et se refroidit. Concernant la partie habitée de la station, il existe un système complexe de contrôle thermique. Toujours Wikipédia en référence. Dans les modules pressurisés où se trouve l'équipage, la plupart du temps, il y a un excédent de chaleur. Cette chaleur est évacuée par un circuit dans lequel circule de l'eau qui est mise au contact des équipements générateurs de chaleur. Un échangeur transfère les calories connectées
à un deuxième circuit situé à l'extérieur dans lequel circule de l'ammoniac, plus efficace que l'eau dans ce rôle, mais trop dangereux pour être utilisé à l'intérieur des modules. Ce deuxième circuit amène la chaleur jusqu'aux deux ensembles de radiateurs, le système HRS, installés respectivement sur les segments S1 et P1 de la poutre. Chaque radiateur peut évacuer 35 000 watts et est composé de 24 panneaux formant un ensemble de 22 mètres sur 10 mètres et pesant 3,7 tonnes. La partie russe de la station utilise pratiquement le même système et dispose de ses propres radiateurs. Les systèmes russes et américains ne sont pas interconnectés. La période où la station n'est pas exposée au rayonnement solaire ne fait pas redescendre la température à l'intérieur ou très lentement grâce à l'isolation des modules que nous allons voir dans la troisième sous-partie. Et comment la station spatiale résiste à de telles contraintes thermiques? Cette prétendue station spatiale est composée d'une quinzaine de modules dont la longueur totale fait environ 100 mètres de long et chaque module fait environ 4 mètres de diamètre. Mais les parois métalliques de la station spatiale se contractent et se rétractent donc toutes les 45 minutes. Et pas de la même façon des deux côtés, puisqu'il y a un côté qui reste toujours à l'ombre. N'importe quel technicien matériaux reconnaîtra que ces variations de température devraient produire des micro-fissures dans les parois métalliques et laissant échapper l'air. Comment les joints polymères aussi entre les modules peuvent supporter de telles contraintes thermiques sans se déformer? Mais non, il n'y a jamais eu aucun problème. Dernière partie donc, l'extérieur de la station, soumis à des variations de température identiques, est équipé lui aussi d'un système de contrôle thermique. Wikipédia toujours. Les équipements et les modules doivent être protégés des contrastes thermiques générés par l'exposition directe ou l'absence d'exposition au soleil qui engendrent des écarts de température, on l'a dit, compris entre moins 120 et plus 150. Le système de contrôle thermique a pour rôle de maintenir dans une fourchette de température acceptable les différents composants de la station. Le moyen passif le plus courant est l'utilisation de revêtements isolants multicouches constitués de feuilles d'aluminium et de kapton, séparés par des plots en polyester qui réduisent, voire annulent, le transfert thermique. Par ailleurs, des peintures ou des dépôts de couches superficielles choisis permettent de modifier l'émissivité ou au contraire la réceptivité thermique. Et lorsque les solutions précédentes ne suffisent pas à faire face aux grands gradients de température, on ajoute des résistances thermiques. La couverture protectrice de l'ISS s'appelle la MLI, Multi-Layer Insulation, donc isolation multicouche. Elle permet de ralentir les variations de température de la structure des modules ainsi protégés. Je vous mets dans la description un lien vers une page wiki sur les contraintes thermiques en milieu spatial concernant les équipements des satellites, sur laquelle on trouve pas mal d'infos intéressantes sur cette protection mise en place. Concernant un dernier petit point cité par M. Évrard sur les micro-fissures qui devraient apparaître sur la station, je lui pose cette question. Lorsqu'il met son four en marche et qu'il le règle à 200 degrés Celsius, y a-t-il des fissures qui apparaissent sur les parois du four? Le joint de la porte se détériore-t-il? La technologie a fait d'énormes progrès, monsieur Évrard. Trêve de plaisanterie. Même si je ne plaisante qu'à moitié, j'ai cherché le coefficient de dilatation de l'aluminium, puisque c'est ce matériau qui est principalement utilisé à l'extérieur de la station pour l'isolation. J'ai fait une petite simulation afin de connaître l'effet d'une différence de température de 276 degrés, c'est-à-dire de moins 126 à plus 150, et on peut voir qu'un morceau d'1 mètre d'aluminium se dilaterait de 6,3 mm. Or, si vous regardez bien la conception des modules, vous verrez qu'ils sont couverts de plusieurs plaques qui doivent mesurer moins d'1 mètre chacune et qu'il y a un espace entre chacune d'elles permettant la dilatation où se trouvent des joints, je suppose. Pourquoi vouloir voir apparaître des fissures? La station spatiale n'est pas faite en béton. C'est du métal, et le métal se dilate, mais ne se fissure pas. Conclusion. La Station spatiale internationale a été étudiée, conçue,
pensée et fabriquée afin de pouvoir supporter toutes les contraintes liées à sa présence dans l'espace. Et les variations de température ont bien sûr été prises en compte afin de pouvoir la faire vivre correctement. Encore une fois, la conquête spatiale ne date pas d'hier. Elle a commencé il y a plus de 70 ans. Et les connaissances dans ce domaine ont permis de progresser, surtout avec les milliards de dollars de budget consacrés. C'est peut-être là que va tout cet argent alors, dans la recherche et le développement technologique, et bien sûr la paye des ingénieurs, des chercheurs et des scientifiques qui y travaillent. Allez, à bientôt. Ciao les terriens.